Et il se retrouve à un moment donné au milieu de l'F-123 et dans des zones où il n'y a pas de militaires des FARDC. C'est-à-dire qu'ils sont en train de combattre seuls. Et si peut-être le mot d'ordre viendrait de leur chef, malheureusement même leur chef se retrouve dans ce village-là, leurs généraux. Il y a des milliers peut-être de généraux parmi les Wazalènes, de chaque groupe a 20-50 généraux. Si peut-être le mot d'ordre viendrait du président de la République ou je ne sais pas du chef d'état-major, parce qu'ils ont quand même un certain contrôle sur eux, ça peut marcher. Mais jusque-là, il y a un cessez-le-feu qui est observé. Sur qui vous manipose, toujours la vérité. La République démocratique du Congo et l'AF-123 ont réalisé des progrès encourageants à travers le processus de paix à Doha, démontrant un engagement commun en faveur de la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, les violations récentes du cessez-le-feu entre la RDC et l'M23 risquent de compromettre ces avancées. Toutes les parties doivent respecter les engagements pris à Doha, notamment en préservant les cessez-le-feu et en participant pleinement aux mécanismes de surveillance afin de rétablir la confiance et réduire les tensions sur les terrains. Avec des efforts soutenus, il existe une véritable opportunité d'avancer vers une paix durable, un avenir prospère pour la région. La pression diplomatique autour de ces conflits commence. À l'est de la République démocratique du Congo, nous allons parler de toutes ces questions avec Jospin Hangui. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. J'ai été fidèle à ces messages des États-Unis à travers Massad Boulos qui a fait cette sortie médiatique, mais l'on sent qu'il y a cette pression diplomatique qui commence autour de la question du cessez-le-feu entre la RDC et la M23. Ouais, c'est une semaine cruciale pour la RDC et à Doha déjà, où la pression américaine est forte pour que les accords soient signés afin de permettre aussi une avancée à Washington d'ici peut-être le 13 novembre. C'est-à-dire que les présidents Tshisekedi et Paul Kagame qui prennent part au deuxième sommet mondial sur le développement social pourraient aussi, d'ailleurs c'est évident, se rencontrer peut-être en coulisses sous la médiation qatari. On fera une petite virgule par rapport afin qu'ils puissent mettre pression sur leur délégation et que la prochaine étape, au moins une étape, soit franchie. Ça sera que l'étape accepter que les cessez-le-feu qui commencent à s'observer sur le terrain aujourd'hui soit quand même effectif pour faire le lit au dialogue global où les causes profondes du conflit seront traitées. Mais déjà que cet accord à Doha va être finalisé, il va permettre aussi aux deux dirigeants de se rendre maintenant à Washington où ils seront reçus par Donald Trump pour également faire avancer le processus qui patine jusque-là avec la neutralisation des FDLR qui pose problème. Il y a le gouvernement congolais qui parle d'une force qui se retrouve dans la zone contrôlée par l'F-123. Kinshasa, à un moment donné, évoque le blocage présumé de l'F-123 qui refuserait au FDLR d'aller se rendre au Rwanda. Mais sur le terrain, l'F-123 qui parle aussi des FDLR comme des alliés des Wazalènes dans une partie des retours pour mener des attaques contre des populations civiles. C'est-à-dire que toute cette confusion-là, l'équivoque doit être levé à Doha d'abord avant d'aller à Washington pour enfin vivre au moins une étape de paix. Nous faisons cette virgule parce que le forum a commencé sur le développement social. Un discours de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est rare des fois de l'entendre sous ce ton-là. Il a parlé pendant beaucoup de temps sans parler de l'agression, sans quitter dans les sujets. Ça doit donner quelle impression? Bon, j'ai suivi, c'est à peu près 7 à 8 minutes de discours sans parler de la situation sécuritaire dans la RDC, sans évoquer le Rwanda. Mais d'abord, c'est Paul Kagame qui a commencé à parler, qui l'a précédé, et lui aussi n'a pas fait allusion à cela. Bon, ce n'était pas un discours improvisé. Je pense qu'il est resté dans le cadre du sommet, il est resté dans le contexte de l'activité. C'est un sommet mondial.
sur le développement social. La RDC, c'est un pays solution au monde entier avec la forêt équatoriale qui donne de l'oxygène au monde, avec des matières premières comme le coltan dont le pays détient au moins 60% de la réserve mondiale. Il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées, le changement climatique. Le président a parlé du PDL 145 territoire comme un modèle de développement social pour le bas peuple aussi, de la base au sommet. Il a évoqué plusieurs questions aussi d'importance capitale parce que la RDC a beaucoup de potentiel à faire valoir au niveau d'un tel sommet. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui a toujours été à la une, c'est l'instabilité sécuritaire dans l'est du pays. Mais cela fait que le pays ne puisse pas vendre d'autres aspects comme les batteries aujourd'hui qui sont fabriquées au monde électrique grâce aux matières premières qui viennent de la République démocratique du Congo. Les téléphones, les téléphones et les ordinateurs. C'est-à-dire que la RDC devait être vraiment le cœur de l'Afrique et peut-être même le cœur du monde si le pays n'était pas déstabilisé par des crises à l'interne et peut-être à l'externe avec la région des Grands Lacs. Mais aujourd'hui, quand même, c'était intéressant de voir le président faire un discours qui peut attirer des investisseurs à venir au pays, venir découvrir tous ses potentiels. Et c'était très important. Mais peut-être... Abandonnons la virgule. Cela serait aussi lié au programme qui y aura aussi à Doha après le 6, parce que le sommet prend fin le 6, mais après, les deux présidents, comme je disais, doivent se rencontrer en coulisses avec l'émir du Qatar pour faire avancer ce processus-là de Doha pour que les accords soient signés déjà dans la semaine, sous la pression américaine qui voudrait que la semaine prochaine, déjà à Washington, il y ait aussi une avancée parce que Donald Trump commence à être peut-être impatient. Il n'est plus pris au sérieux. Il venait de rater son prix Nobel qu'il recherchait tant en disant qu'il avait mis fin à la guerre en RDC alors que ce n'était que sur le papier et que cet accord peut-être qui est signé le permettait seulement de dire qu'il avait mis fin à la guerre, mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs ça la crainte de Massad Boulos, parce qu'il il évoque les violations récentes du cessez-le-feu, mais qui risque de compromettre ces avancées. Qui attaque qui sur terrain? Les affrontements des derniers jours. D'abord, il faut dire que ça va faire une semaine qu'il n'y a pas de combats sur les lignes de front avancées entre l'F-123 et les forces armées congolaises. Les FARDC, il n'y a plus de drones qui survolent le ciel de Kachébé ou de Kibati, d'Mpeti et dans toutes ces zones qui étaient d'Ibira aussi, qui étaient bombardées. Depuis un moment, on a observé un cessez-le-feu qui est respecté, mais les combats se passent dans des zones où les Wazalendo maintiennent encore le contrôle. Mais est-ce que la responsabilité au finish ne revient pas au FARDC? Oui, responsabilité des commandements. Bien sûr, parce que les Wazalendo sont des alliés des forces armées congolaises, mais ils ne sont pas commandés directement par les forces armées congolaises. Parfois, ils agissent en électron libre, ils ont leur chaîne de commandement propre à eux et ils attaquent quand ils veulent et ils mettent l'F-123 dans une position défensive. Et comme je l'ai toujours dit, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer aussi à un moment donné. Il y a des embuscades comme hier soir, dans le territoire de Rutshuru, dans un village, je pense c'est Machango, où au moins 17 civils ont été blessés après des échanges de tirs entre l'F-123 et les éléments Wazalendo, CMC, FDP. Et vous allez vous rendre compte que depuis peut-être le mois de mai, des attaques sont récurrentes dans le Bwito, en territoire de Rutshuru, et près des Mouesses aussi, dans la chefferie de Bachali. C'est pour dire qu'il y a ces groupes armés, CMC, FDP, qui est resté dans la profondeur du Bwito et dans une partie par exemple du Virunga, il reste aussi des FDLR et ils se retrouvent au milieu des positions de l'AFC M23. C'est-à-dire qu'il n'y aura
pas trois options. C'est soit c'est eux qui récupèrent des villages récupérés par l'AF-123, soit c'est l'AF-123 qui les écrase depuis leur profondeur. Soit ils se rendent. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces Ouazalendo les font sous la bénédiction des FARDC? Ça va être compliqué parce qu'eux aussi attaquent l'F-123. Parfois, ils récupèrent des munitions. On ne sait pas comment. On ne sait pas par quelle magie les forces armées congolaises peuvent intervenir dans certains villages, comme je vous le disais. Ils sont au milieu, en fait. L'F-123 se retrouve dans des positions un peu supérieures et avancées par rapport à eux. Et on ne sait pas comment peut-être même les avions des FARDC peuvent venir pour leur apporter même des munitions. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour les FARDC de gérer cette question. Peut-être leur demander peut-être de trouver un couloir ou sortir pour rejoindre la zone de Lubero. Dans une partie de Lubero où encore les FARDC maintiennent leur position. Parce que ça va être compliqué. Même dans le massif, c'est le cas. Parfois, ils se retrouvent c'est comme à Boabo. Ils se retrouvent à Boabo alors que l'AF-123 est à Rubaya et encore à Louké. Et ils se retrouvent à un moment donné au milieu de l'AF-123 et dans des zones où il n'y a pas de militaires des FARDC. C'est-à-dire qu'ils sont en train de combattre seuls. Et si peut-être le mot d'ordre viendrait de leur chef, malheureusement, même leur chef se retrouve dans ce village-là, leurs généraux. Il y a des milliers peut-être de généraux parmi les Ouazalendo, chaque groupe a 20-50 généraux. Si peut-être le mot d'ordre viendrait du président de la République ou je ne sais pas du chef d'état-major, parce qu'ils ont quand même un certain contrôle sur eux, ça peut marcher. Mais jusque-là, il y a un cessez-le-feu qui est observé depuis une semaine. Il n'y a pas vraiment de combat sur toutes les lignes de front avancées entre l'F-123 et les FARDC, mais des combats sporadiques se poursuivent dans des zones. C'est comme à Luhanga aussi, depuis la semaine passée, l'AF-123 a subi des attaques récurrentes de Ouazalendo dans le territoire de Kabar au sud Kivu, mais finalement, l'ARC a réussi à reprendre le contrôle de tous ces groupements du territoire de Kabaré. Et depuis que l'ARC a pris le contrôle de tous les groupements, il n'y a plus de combat. Mais s'il y a encore des attaques, ils vont répliquer et les combats face à cette situation, s'intensifier. On parlerait de cacophonie. Les Ouazalendo qui sont aujourd'hui incontrôlés. Je reviens sur ce que Massad Boulos a dit. Toutes les parties doivent respecter les engagements pris à Doha. Il s'agit également du cessez-le-feu. Est-ce que les textes qui seront validés par les deux parties à Doha seront appliqués sur terrain alors qu'on sait que les Ouazalendo ne sont pas contrôlés? Quand on parle de toutes les parties, là, les Ouazalendo ne sont pas concernés. Est-ce qu'il faut aussi inviter les Ouazalendo à Doha? Parce qu'à Doha, on parle du gouvernement congolais et de l'F-123. La question, l'armée gouvernementale, c'est les forces armées de la RDC et les FARDC. Alors, est-ce qu'il faut inviter les Ouazalendo à Doha? On ne peut pas les inviter à Doha parce qu'il y a peut-être un autre processus qui va les concerner. On parlait du processus de Nairobi. On a demandé à tous les groupes armés, sans exception, de déposer les armes pour être cantonnés, désarmés et puis démobilisés et réinsérés dans la communauté. Et pour ceux qui veulent intégrer l'armée, ils iront en formation. Ils iront en formation. Ça, c'est un dossier. Vérification. Ça, c'est un dossier très vaste. C'est un autre processus. Oui. Donc, on considère qu'eux ne représentent pas une menace, peut-être, pour l'intégrité du pays. Et aujourd'hui, ils sont devenus une réserve armée de la défense pour la RDC. Peut-être dans ce cadre-là qu'ils seront encadrés. Il suffit de le mettre dans le cadre de la RAD pour les encadrer et les former afin qu'ils puissent intégrer l'armée et peut-être d'autres puissent être réintégrés dans la société. Je reviens sur ma question. Le gouvernement qui a une armée, c'est les FARDC, aux côtés des Ouazalendo incontrôlés. Est-ce que les décisions qui seront prises à Doha seront respectées sur terrain alors qu'on sait qu'il y a une partie incontrôlée? Les décisions peuvent être respectées. Il suffit juste de rappeler l'Ouazalendo à l'ordre. Parce que si les FARDC cessaient avec tout soutien matériel et financier, ça sera une façon de les sacrifier. On va les écraser comme des mouches dans tous ces villages-là où ils sont opposés à l'F-123. Donc l'armée a le devoir de les encadrer, de les rappeler à l'ordre parce que c'est le président qu'ils avaient appelé à la mobilisation, à aller prendre les armes pour
combattre l'F-123. Et aujourd'hui, que les mêmes gouvernements, le président est en train de parler avec l'F-123 pour trouver une solution pacifique diplomatique, il doit maintenant rappeler les voisins de alors pour ne pas les sacrifier quand même. Ils ont beaucoup donné, ils se sont sacrifiés jusque-là. C'est pas le moment de les abandonner pour qu'ils soient peut-être écrasés. Il faut les ramener, les rappeler à l'ordre à Beni ou à Walikale, où ils seront rassemblés dans le cadre de la RAD pour permettre une observance effective du cessez-le-feu. Parce que, comme je le disais, c'est la base de toute solution diplomatique, le cessez-le-feu. D'abord, il faut faire s'il n'y a pas cessez-le-feu, si on ne fait pas taire les armes, c'est qu'il n'y aura pas de solution. C'est pourquoi vous avez vu que même le langage politique de Tshisekedi a changé dans son discours à Doha. Il n'a pas condamné, il n'a pas dénoncé, il n'a pas injurié. Parce qu'il sait que dans 2 jours ou ce soir même, ils peuvent se retrouver sur un petit commentaire, Jospin, parce que Tshisekedi l'a dit à Doha qu'il est prêt à intégrer l'armée pour défendre son pays. Ah, c'est pas à cet âge-là qu'on va intégrer l'armée. Vous savez tous peut-être on l'aurait déjà fait depuis longtemps, mais quand on a dépassé 25 ans et on est déjà marié, c'est pas le moment. Bon, il a dit juste, mais bon, il a aussi cet avantage-là d'être le commandant suprême. Mais est-ce que vous savez... C'est-à-dire qu'il est militaire déjà de facto. Pourquoi il peut se mettre sur ce terrain-là, un engagement solennel? Il ne le fera pas, c'est un souhait, c'est juste un souhait qu'il a émis, mais il ne le fera pas, ce qui est sûr. Mais il faut aussi dire que la pression internationale est accrue aujourd'hui, parce qu'il y a aussi Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a aussi appelé à une cessation des hostilités pour favoriser la voie des dialogues. Donc, toutes les instances internationales de la communauté nationale est restée unanime sur la question. Il faut trouver une solution pacifique au conflit. Et je pense que jusque-là, l'F-123 a accepté cette voie-là, de résolution pacifique de conflit. Le gouvernement congolais aussi a accepté cette voie-là. Assez le bruit des bottes, on a perdu beaucoup de compatriotes dans la guerre. Les dégâts collatéraux ont toujours coûté cher aux populations civiles. On parle aujourd'hui aussi des populations déplacées, même si l'ampleur n'est plus la même comme il y a 6 mois, mais quand même dans ces villages-là où il y a eu bombardement récemment, il y a encore des séquelles de conflits, il y a des enfants qui n'ont pas encore repris le chemin de l'école dans plusieurs villages de Masisi jusqu'à ce moment où nous parlons. Dans le Kabare aussi, vous avez vu même la vidéo qui avait circulé où certains Wazalendo menaçaient les parents et les élèves des morts s'ils reprenaient le chemin de l'école. Et jusqu'à présent, plusieurs villages sont toujours sous contrôle de ces Wazalendo, c'est-à-dire que les enfants n'étudient pas. Donc, la situation humanitaire ne s'est pas encore stabilisée. La solution sera pacifique à ce conflit parce que si on restait sur la solution armée, ça peut coûter beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup de morts. Très bien. Et nous allons mettre fin à cette émission, le décryptage sur Kivu Morning Post sous ces temps. Bonne chance à toutes les initiatives en tout cas, pourvu que la paix soit retrouvée, une paix durable et une stabilité dans la région. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous à la chaîne.